Le cercle RH, notre débat, et un sujet tabou. On parle des addictions en entreprise. Alors évidemment, il y a celles qui sont les plus communément presque reconnues, acquises, tabac, alcool, drogue évidemment, mais aussi des addictions dont on parle moins, addiction aux écrans, addiction aux jeux, aux achats compulsifs. On va évidemment faire le point jusqu'où l'employeur et l'entreprise peut aller. Ça, c'est un débat de droit. Et puis, comment faire pour alerter des collaborateurs, évidemment, sur les risques qu'ils prennent. Avec un débat central, l'arrivée du télétravail dans la vie des salariés. 3 jours, 2 jours, full télétravail pendant le Covid, avec des collaborateurs qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient chez eux, à leur domicile pour la plupart. On en parle avec mes invités. Jamila El-Berry, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en droit social et droit de la sécurité sociale, parce que évidemment ça touche directement aux questions de sécu, avec des exemples, on en parlera, un routier alcoolisé qui renverse, qui peut même aller jusqu'à donner la mort avec son camion. Comment ça se passe dans ces cas précis et d'autres cas de figure, évidemment. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Et puis Alexis Péchard est avec nous. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous êtes fondateur et président du GAE Conseil. Vous êtes venu sur notre plateau parce que vous êtes aussi addictologue. Donc vous faites des consultations avec des salariés qui viennent vous voir. Et d'ailleurs, ces salariés, avant de parler du télétravail et de la difficulté qu'a l'employeur à gérer ces cas, ils viennent vous voir pour quelle typologie d'addiction ? Alors, au préalable, ils sont orientés, c'est à préciser, par leur DRH, par des services prévention, par des services de santé au travail, et en général, principalement, pour des problématiques de consommation de produits psychoactifs. Et le premier auquel on pense, c'est l'alcool et le cannabis. Effectivement, c'est les 2 premiers produits. C'est ce qui est souvent aussi le plus visible extérieurement. Attendez, qu'on soit clair, un DRH ou un manager voit son collaborateur, les yeux explosés, un peu défoncé. Là, globalement, on tire la sonnette. C'est comme ça que ça se passe. Alors, ça peut être effectivement ces troubles sur le plan du comportement, mais bien souvent, ça prend plus de temps. Et on arrive en pompier parce que c'est des histoires qu'on va entendre pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, et qu'on va avoir tendance à couvrir en se disant qu'en parler, notamment à son DRH, ça va être le condamné. Donc on va couvrir, on va faire la place d'eux, on va faire comme si on ne voyait pas. C'est le sujet dont tout le monde parle. Mais à la cafette, d'ailleurs. À la cafette, exactement. Je voudrais signaler, c'est cette bande dessinée, parce que je ne l'ai pas précisé en vous présentant, mais elle raconte tellement de situations de vie dans l'entreprise. La bande dessinée s'appelle Plaisir, dépendance, addiction, et si on en parlait, avec un point d'interrogation. C'était rédigé par vous, donc il y a des dialogues qui sont très subtils, et puis c'est illustré par Magdeleine Dozac de La Martini. Il y a 2 cas de figure incroyables. Il y en a un où c'est cette femme qui fait croire qu'elle a un dîner, c'est une cadre, elle est bien habillée, elle passe à la caisse et c'est tragique puisqu'elle met des bouteilles sur son... Et puis tout d'un coup, elle fait croire qu'elle a un dîner qui vient de tomber, elle retourne au rayon alcool, elle recharge son rayon et le strip qui est suivant, on voit qu'elle est seule, entourée de ses bouteilles, elle est alcoolique. C'est fatal. Et ça, tout le monde le sait en entreprise. On sait que la personne est alcoolique. Tout le monde le sait, tout le monde le voit, et on se dit qu'en parler, finalement, ça va être mettre encore plus en difficulté, c'est pointer du doigt, et puis c'est les risques de la sanction et la crainte que la sanction ultime soit le licenciement. Et donc on se dit qu'en n'abordant pas le sujet, c'est ce qui va protéger le salarié. Alors qu'en fin de compte, c'est à l'effet inverse. Donc, pour revenir à la première question, souvent c'est vraiment ces produits-là qui sont mis en avant, qui sont mis en exergue et qui va faire qu'on va nous solliciter. Et on se rend compte lors de la première consultation qu'il y a effectivement peut-être ces problématiques-là, mais que bien souvent, on va en découvrir d'autres formes de pratiques addictives, voire des addictions, moins visibles. Et vous citiez effectivement différentes formes de cyberaddiction. Ça peut être du sexe et de la pornographie en ligne, ça peut être des problématiques d'achat compulsif qui sont moins visibles de l'employeur, mais qui vont paris émerger. Sportif, j'ai vu. Paris sportif, exactement aussi. Et ça, c'est des choses qui sortent plutôt en consultation. Jamila El-Berry, on va passer en fait entre les cas pratiques, la réalité et la relation à l'entreprise. Qu'est-ce que dit le droit concrètement sur cette question des addictions ? Je citais l'exemple d'un routier. Cet homme s'est arrêté. L'entreprise sait qu'il consomme de l'alcool, ce qui est évidemment interdit, lorsqu'il s'arrête, lorsqu'il fait ses pauses. Et puis il a un accident. L'entreprise est responsable ? Ce sont des sujets qui sont assez délicats, comme l'a répété, comme vient de le dire à l'instant Alexis, parce qu'on est quand même à l'intersection et de la vie privée et de la vie professionnelle. Et que donc l'immixtion de l'employeur dans la vie privée est extrêmement délicate. Et il n'a pas l'ingérence qu'on pourrait présumer et dont on pourrait penser qu'elle permettrait de solutionner une situation de crise. Si on a un salarié qui s'alcoolise au volant, évidemment, il est dans un comportement délictueux. Et donc, à ce moment-là, c'est plutôt la société civile tout entière qui va le condamner,
du moins le juger dans un premier temps et le condamner ensuite, plus que l'employeur. L'employeur, lui, il est responsable et il est garant de la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés, mais dans la mesure où il connaît les difficultés auxquelles le salarié est exposé. C'est là où ça se complique, puisqu'il y a une enquête, évidemment, autour des collaborateurs, des collègues de travail, qui pourront facilement dire, mais tout le monde savait que Gilles buvait. Oui. Et auquel cas, la balle est renvoyée entre les mains de l'entreprise, qui se retrouve bien embarrassée. Alors, la sanction disciplinaire, elle est basée sur la faute. Il faut que le salarié ait commis une faute. La faute n'est pas tant la consommation d'alcool que la mauvaise exécution du travail ou la mauvaise qualité du travail. C'est ça que l'employeur peut sanctionner. Mais en soi, le comportement qui est relatif à la consommation d'alcool, il faut pouvoir en apporter la preuve. Et c'est là où on est face à la vraie difficulté. Puisque la preuve, surtout sur la consommation de produits, elle s'organise à travers un dispositif normatif qui est très important, et notamment le règlement intérieur. Donc, le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles le principe est interdit et les conditions dans lesquelles on peut procéder au dépistage. Jamila, j'ai cité le routier exprès parce que le routier, quelque part, je mets des guillemets, mais il est un peu en télétravail toute l'année. C'est-à-dire qu'il est loin de son centre de gravité d'entreprise, il se balade partout en France, en Europe et parfois même dans le monde, donc très loin de son employeur et pourtant rattaché juridiquement par son contrat, mais dans son camion. Le télétravail pose cette problématique. On est relié par un contrat de travail, mais par obligation, on est à son domicile pour effectuer sa tâche. Ce salarié fume 10 pétards par jour. Comment les DRH font ? Comment ils le détectent ? C'est impossible. Alors, il faut attendre la faute. Oui. Alors, pas que. Alors, oui, c'est un sujet. Il est tout seul, effectivement, au volant de son camion. Mais je pense à une entreprise qui est typiquement dans ce type de problématique. Alors, ce n'est pas des camions, c'est un autre mode de transport que je ne citerai pas. Mais ils ont, à la prise de poste, ils ont ce qu'ils appellent des gestionnaires de moyens. Et ces personnes-là sont, avant le départ du conducteur, vont voir ce fameux conducteur et peuvent être amenés à se rendre compte qu'ils pourraient ne Donc pas c'est un être dans son contrôle état avant de monter dans le bus. Ils ne font pas de contrôle, mais ils peuvent se rendre compte que la personne n'est pas dans un état habituel, physiquement, qu'il a un comportement inadapté. Voilà. Donc il y a quand même des personnes, avant la montée dans un bus, dans un car ou que sais-je comme véhicule, qui peuvent se rendre compte. Ils ne prennent pas un véhicule au milieu de nulle part. Voilà. Donc ces personnes-là, c'est dans des hangars, c'est géré. Voilà. Donc c'est très important d'avoir des procédures à la prise de véhicules, au même titre que on va avoir des personnels, des gestionnaires de flotte automobile. Je pense à des véhicules de service, où dans des entreprises, on va former justement ces gestionnaires de flotte sur le risque routier bien sûr, mais aussi à la détection des problématiques de pratiques addictives et à la gestion d'un état inhabituel et à l'identification de ces facteurs de risque. On a démarré l'émission sur les typologies qu'on a évoquées. Là, on est déjà en train de basculer sur votre deuxième casquette, c'est-à-dire le GAE Conseil. Oui. Quand vous avez des entreprises en face de vous qui vous disent « j'ai un certain nombre », et les entreprises le savent, de salariés qui sont soit dans l'addiction du cannabis, soit dans l'alcool, soit dans d'autres drogues. Quel conseil vous leur donnez ? Parce qu'elles en ont conscience et elles savent que potentiellement c'est risqué. Alors la première chose, c'est d'en parler. C'est pas rester sur le tabou. Je crois que c'est même le titre. C'est le titre, exactement. C'est même le titre. Effectivement, la première mission pour un employeur, c'est d'en faire un sujet non tabou et de mettre cette thématique de l'addiction au cœur de l'entreprise. On en parle. Et pas simplement comme une problématique qui serait anecdotique et simplement individuelle, mais vraiment en faire un sujet au niveau de l'organisation du travail et qu'on puisse en parler collectivement en dehors de tout tabou. Et donc là, ça va passer vraiment par un phénomène d'acculturation à cette thématique de santé-sécurité. Et donc oui, ça rentre dans la famille, santé-sécurité. C'est vraiment un risque qui va venir majorer tous les risques professionnels. Et donc, il faut construire une politique de prévention avec des actions de communication qui soient adaptées à la culture de l'entreprise et au métier à qui on parle. Et la BD est peut-être un exemple. La BD est passionnante parce que ce sont des dialogues vraiment de la vie quotidienne devant la cafette. Vous évoquez aussi... Ce sont des vrais patients que j'ai pu accompagner. On sent qu'il y a du vécu, évidemment, avec ce collaborateur qui dit non, il ne faut surtout pas en parler, parce que si tu en parles, il va se faire saquer par la DRH. Je ne veux pas prendre ce risque. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Jamila, c'est important quand même de revenir sur le droit, parce qu'à chaque fois, l'employeur, lorsqu'il y a un accident du travail, imaginons un jeune de la tech qui a fumé des pétards sur son lieu de travail, mais qui prend son scooter et qui va avoir un accident grave, très grave. Qui est responsable ? Alors, il faut discerner deux choses. C'est des sujets quand même, ça. Oui. Les parents diront, mais c'est sur son lieu de travail qu'on le laisse consommer. Il faut discerner deux choses, parce qu'on a parlé du secteur des transports de manière générale, parce que
C'est un secteur dans lequel la problématique est récurrente. Sécurité des enfants, des et adultes. on a un problème d'ailleurs de sûreté publique, plus que de sécurité aussi des personnels. Mais il faut imaginer que cette problématique, elle traverse tous les secteurs d'activité confondus. L'industrie. Absolument, l'industrie, le service, la banque, et avec des modes d'ailleurs de consommation de produits. Les pilotes d'avion, on les oublie. Hein. Oui, il y a eu absolument. des pilotes sous cocaïne, on se souvient de cette affaire où le pilote avait pris de la cocaïne. Absolument. Et là, la difficulté qui se pose, c'est l'état apparent anormal qui ne relève pas du droit, finalement. Mais dans mon cas de figure, mon jeune en scooter qui a Oui. un accident sur la route, dont on sait qu'il a consommé ce cannabis sur son lieu de travail, comment ça se passe? Qu'est-ce que dit la Sécu sur ce sujet? Alors, c'est extrêmement clair. Ça reste un accident de trajet, on appelle ça comme ça, un accident du travail au cours du trajet. Donc, considéré comme un tel, accident de travail. Considéré en tant que tel. Le droit de la sécurité sociale s'applique. Il y a une présomption d'imputabilité, on appelle ça comme ça, qui fait que lorsque le salarié quitte son lieu de travail vers son domicile, dans le cadre du trajet habituel, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il est amené à quitter ce travail, eh bien, ça reste un accident de travail, un accident de trajet au sens de la sécurité sociale. Néanmoins, la faute, vous l'avez qualifiée, vous l'avez identifiée, il y a une faute disciplinaire. Une faute disciplinaire qui est liée à la consommation de stupéfiants et qui, elle, va relever du disciplinaire au besoin par une sanction type licenciement et peut-être même une faute pénale, dans la mesure où la consommation de stupéfiants est interdite. Et là, naturellement, c'est le système pénal qui va se mettre en évidence. Alexis, je ne veux pas accabler les entreprises, mais là, j'entends sanction disciplinaire pour le collaborateur qui a consommé sur son lieu de travail un produit stupéfiant, psychotrope, très bien. Mais de l'autre côté, son avocat, ou l'avocat de la famille, si ce garçon est malheureusement disparu, va dire, mais l'entreprise l'a laissé consommer. On est quand même dans un cas compliqué, là. Comment vous vous situez, vous, sur ce sujet? Puis il y a même des collaborateurs qui doivent vous dire dans votre cabinet, moi je suis surmené et je n'ai pas d'autre solution que de prendre des antidépresseurs ou du cannabis ou de la cocaïne. Enfin, vous l'entendez quand même, j'imagine. Alors, on l'entend. Bah, évidemment. Nous, notre réponse, elle va se situer uniquement du côté de la prévention et du conseil. Non, je ne veux pas vous embarrasser, Alexis. Mais... Là, il y a quand même un angle juridique dans votre question, donc je laisserai Jamila y répondre. Mais en tout cas, notre réponse, elle va se situer à deux niveaux. À un niveau individuel, face à une problématique, effectivement, on a un collaborateur qui est en difficulté, potentiellement en souffrance au travail, peut-être d'autres personnels, exactement. Et puis, il y a la question du produit ou de l'addiction, quelle qu'elle soit. Donc, on va l'accompagner dans un ensemble. Et quand je dis un ensemble, c'est aussi peut-être de considérer qu'il y a d'autres problématiques induites par l'addiction. Ça peut être une problématique d'ordre social. On parlait d'addiction au jeu. Je pense comme ça à un salarié qui m'était orienté par une problématique d'alcool, un cadre dans le secteur bancaire sur un poste IT, problématique alcool. Et finalement, première consultation, je me rends compte que ce cadre, avec un haut niveau de salaire, vivait dans sa voiture. Pourquoi ? Parce que il était mis à la porte de chez lui. C'était un vendredi matin, je me rappellerai toujours. Et il me dit à 10h le vendredi, bah écoutez, lundi, là, je suis convoqué au tribunal parce que je suis expulsé de chez moi, parce que j'ai pas payé mon loyer depuis bientôt 3 ans. J'ai des grosses problématiques financières qui sont liées pas uniquement à ma problématique d'alcool, mais principalement à des paris sportifs. Donc il s'était ruiné avec les paris. Exactement. Et tellement désespéré, s'était mis à boire. Dramatique. La situation là, l'urgence, c'était le social. Et on a pu tirer ce salarié d'affaires. Pourquoi ? Grâce à l'action. Alors, on était dans un grand groupe du secteur bancaire. Il y avait une action sociale dans cette entreprise qui a pu, en urgence, accompagner, monter un dossier, travailler tout le week-end et accompagner ce salarié au tribunal pour gérer sa dette. Pour gérer la situation. Et il s'en est sorti. Enfin, il est abstinent, effectivement, depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Mais l'urgence n'était pas celle de l'addiction. Donc, c'est vraiment un accompagnement complet. Ça, c'est le versant individuel. Puis, il y a le versant collectif. S'il y a des problématiques sur l'ordre de l'organisation du travail, on va avoir un rôle de conseil. C'est le pot du vendredi où parfois on finit un peu éméché à 20h. Ça, c'est des pratiques. C'est des pratiques. Mais il y a aussi ce qui va être lié vraiment à l'organisation. Dans l'organisation du travail, il peut y avoir des facteurs de risque de développement de certaines pratiques addictives. Alors attention, il n'y a pas que des organisations qui sont maltraitantes ou qui favorisent la consommation. Il ne s'agit pas d'accabler les entreprises. Loin de là. Mais on sait, en revanche, qu'il y a quand même des facteurs de risque. On parle de télétravail, on peut parler du travail hybride. On sait effectivement que ce sont des organisations qui, pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes plus en fragilité, plus difficile, qui peuvent effectivement favoriser accentuer le développement de certaines pratiques. Je vous ai vu réagir quand j'évoquais l'idée que j'ai en tête, moi, des exemples très concrets dans mon métier de rédacteur en chef qui me confiaient, sous le sceau du secret évidemment, prendre des médicaments le matin pour venir assumer leur conférence de rédaction. Donc, c'est-à-dire écrasé par la pression. Comment on fait là ? Il doit arrêter son travail, il doit être accompagné, il doit aller voir la DRH. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Il y a beaucoup de collaborateurs qui sont sous médicaments. Absolument, il y en a énormément, effectivement. Et c'est une problématique, puisque justement, d'abord, il n'est pas appelé à se confier sur la consommation de médicaments.
Et cette consommation de médicaments peut provoquer des effets extérieurs qui peuvent s'apparenter à la consommation d'alcool ou à la consommation de produits. Exactement. Que l'employeur, lui, n'est pas censé savoir, ni connaître, ni même interroger compte tenu des éléments relatifs à la vie privée. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de le faire, sauf s'il le fait avec une certaine bienveillance. Donc effectivement, on est face à une vraie difficulté. Ceci étant... C'est la zone grise, ça. La zone grise. Très compliqué, mais le secret médical. Oui. Et le secret médical. Et c'est légal. Mais c'est légal. C'est un médecin qui l'a prescrit. Oui, voilà. Bon. Alors ça dépend, mais en tout cas sur la consommation de médicaments, on peut imaginer en tout cas que c'est prescrit. Ce point névralgique que vous soulevez en réalité est lié de manière plus globale à l'évaluation des risques professionnels. C'est-à-dire que la consommation de médicaments, c'est une explication, c'est un facteur aggravant d'une situation ou peut-être même l'irritant, c'est-à-dire celui qui va faire émerger la situation de crise et qui va conduire l'employeur à réagir. Mais dans l'absolu, lorsque l'employeur s'interroge sur la situation qui concerne le collaborateur, il doit s'interroger dans un ensemble global. Moi, c'est dans la BD, ça. Moi qui reçois ce secret, est-ce que je dois en conscience aller voir le DRH et dire on est face à quelqu'un qui est obligé de prendre des médicaments pour aller au travail? Ou est-ce que je dis rien? Parce que c'est le débat que vous soulevez dans la BD. Alors là, très clairement... Qu'est-ce que dit l'avocat? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est un article 40 assistance à personne en danger? Alors, l'article 40, c'est la dénonciation d'une infraction auprès du procureur de la République. Est-ce que là, plutôt, oui, vous avez raison de vous interroger sur est-ce que oui ou non on assiste une personne qui est potentiellement en situation de danger? Bien là, c'est votre conscience, effectivement, qui va vous conduire à réagir selon le degré de gravité de la situation que vous rencontrez. Si il consomme des médicaments et qu'il verbalise des intentions de suicide, par exemple, il faut réagir assez rapidement. Immédiatement, bien sûr, voilà. Si ce n'était pas le cas. Mais, bien sûr, si ça n'est pas le cas, en revanche, là, vous êtes face à une situation en tant que hiérarque d'informer le médecin du travail pour que ce dernier puisse provoquer une convocation auprès de ses services et puis qu'il puisse s'entretenir avec le salarié qui est en souffrance, ou effectivement faire réagir la direction. Faire réagir la direction, ça ne veut pas forcément dire appeler le pouvoir disciplinaire et le mettre en œuvre. Évidemment, c'est ce que vous soulevez. Voilà, c'est-à-dire le sanctionner parce qu'il serait fragile ou faible. Exactement. C'est l'accompagner aussi dans une démarche avant de sanctionner, puisque de manière générale, la sanction n'est validée par les juges que dès lors que l'employeur a bien informé, sensibilisé et formé son collaborateur. Alors d'ailleurs, sur ce point-là, les collaborateurs que vous voyez à la fois en consultation, mais les entreprises, parce que vous avez finalement un pied dans l'intimité, mais aussi vers les entreprises, tout le monde est très conscient de ce sujet ou pas? Parce qu'il faut quand même informer très clairement, avoir un règlement intérieur très précis. Oui, tout à fait. Enfin, parfois, il y a des oublis. Les entreprises ont conscience que cette addiction, elle peut avoir un coût très élevé pour elles? Alors, je n'ai pas forcément une vision qui est très représentative, parce que les entreprises avec lesquelles nous travaillons, nécessairement, elles en ont conscience. Oui, mais elles ont eu un choc. Et si elles sont venues vous voir, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Effectivement. Alors, et ce choc, il peut être plus ou moins grave. On parlait d'accident, effectivement. Je pense à un groupe de transport qu'on accompagne suite à un accident. Ça peut être un accident mortel. Ça peut être un choc médiatique aussi, en termes d'image pour des grands groupes, où il n'y a pas eu d'incident, mais la presse va se faire le relais d'un événement caractéristique où un salarié était sous l'emprise d'eux et va révéler un certain nombre d'informations. Et c'est un risque qui est important, le risque médiatique en termes d'image. Vous me dites quelqu'un sous drogue, pour le dire cash, peut péter les plombs et se mettre à raconter des choses hyper secrètes de la banque, de l'entreprise. Oui, là, c'est ça dont vous parlez. Exactement. Voilà. Et vous avez des cas concrets, Exactement. D'accord. Alors, des cas concrets de ce type. J'ai aussi en tête un salarié d'une entreprise fonction achat qui, on se dit, pas de risque, il ne met pas en danger. Non. Mais en fait, le danger, c'est quoi? C'est qu'il a accès à la fonction achat et qu'il a passé une commande, qu'il s'est trompé. En quantité. Et il a mis 10 000 au lieu de 5. Exactement. Alors c'était même un peu plus. Et qu'en face, le fournisseur, mauvaise relation. Alors, ils en ont changé probablement après. L'histoire ne le dit pas. Le fournisseur n'a pas voulu. A demandé de payer. Exactement. La commande était passée. C'est une pizza, il en a commandé 10 000. Voilà. Je pense à un groupe de presse aussi, un salarié que j'ai accompagné. Alors c'était pour le coup il y a quelques années. Je pense que ça ne se ferait plus aujourd'hui. Le journal est sorti en kiosque, imprimé à l'envers. Pourquoi? Parce que et on se dit voilà, c'est drôle, c'est mignon. C'est vrai que c'est drôle, mais c'est le fruit d'une addiction. C'est quelqu'un qui était sous l'emprise de l'alcool et au moment d'envoyer, et l'imprimeur, il a imprimé. C'était un maquettiste et on s'est pas rendu compte que c'était imprimé tout à l'envers.
Et c'est sorti en kiosque. C'est un journal pour enfants. Enfin, on se dit, mais voilà. Et en fait, ça fait sourire parce qu'effectivement, on n'est pas dans une histoire dramatique. Mais c'est un coût pour l'entreprise, parce que sortir un journal à l'envers, ça veut dire qu'il n'est pas vendu, ça veut dire que tout est parti. Il va à la poubelle. Cette semaine-là, c'est pas sorti. Il y a peut-être eu, je sais pas, un dédommagement pour les clients, pour les abonnés, parce que c'est un journal surtout sur abonnement, un journal voilà dans la presse jeunesse. Donc voilà. Et puis c'est en termes d'image. Enfin, oui, mais le cas de figure qui est cité sur le journal, parce qu'on a souri évidemment, ça fait rire, même si l'entreprise a dû payer très cher le coût de la réimpression. Dans ce cas-là, le salarié est sanctionné et licencié. Absolument. Enfin, tout dépend de la démarche que veut engager l'employeur. Ouais. La faute est tellement grave en ce qui le concerne que oui, elle justifierait une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Tout dépend ensuite l'empathie, la bienveillance de la direction qui, oui ou non, a compris que le salarié avait peut-être un problème ou une conduite addictive. Maintenant, si la conduite addictive est jumelée à des mauvaises conditions de travail et que le salarié conteste son licenciement ou conteste il peut le contester en estimant qu'en réalité, elle est liée à des mauvaises conditions de travail, c'est les juges qui apprécieront la façon dont l'employeur a géré ses conduites addictives et a géré de manière générale l'organisation, la bonne organisation horaire du travail. Horaire trop tardif, livré à lui-même, seul dans un bureau, sous pression évidemment, parce que les maquettistes sont sous pression en général de sortie. Là, vous avez des chiffres pour qu'on ait un panorama pour terminer. Est-ce qu'on est en augmentation, je dirais, des addictions et du nombre de cas d'addiction, ou est-ce qu'on est sur des chiffres, et si d'ailleurs on a des chiffres, parce que tout ça est très secret, est-ce qu'on a quelques chiffres là, sur ces questions d'addiction ? Il y a deux termes, peut-être sur la terminologie. Les addictions, on n'a pas de chiffres extrêmement récents. C'est compliqué. Les derniers datent de mars 2021. C'est l'accord de santé publique Constance, dans lequel on va retrouver en milieu professionnel un certain nombre de données sur les pratiques addictives des actifs en France, qui sont très intéressantes. En revanche, ce qui augmente et ce qui est vraiment notable, c'est pas tant les addictions que ce qu'on appelle les pratiques addictives. Donc là, pour le coup, ce ne sont pas des personnes qui sont en situation de dépendance, ce sont des personnes qui font usage d'eux. Ça peut être d'un produit ou d'un comportement. Et là, effectivement, la crise sanitaire, le contexte, rien à voir. C'est-à-dire que personnellement, je n'ai pas d'addiction, mais j'ai des pratiques addictives. Ma première pratique addictive, c'est quoi ? C'est l'usage du smartphone. Le smartphone, on le sait, et je suis peut-être pas le seul autour de cette table, est un outil numérique, connecté, qui est facteur de risque de développement d'une addiction. On peut en devenir dépendant. Pour autant, le smartphone, je suis capable de m'en passer, je suis capable de ne pas être angoissé si je suis dans un lieu où je ne capte pas. Je peux aller... C'est bien. Voilà, non mais vous avez des personnes qui se sentent mal. Hein, bien sûr. Voilà. Donc ça peut prendre un certain nombre de proportions jusqu'à arriver à un usage pathologique. Donc là, on est dans l'addiction. L'usage et donc la pratique addictive, c'est un usage qui est non pathologique. D'accord ? Donc c'est un usage simple. L'entreprise s'en mêle pas dans ce cas-là. Si, et c'est ça la prévention. Voilà. Et c'est ça la prévention primaire. Ce qui nous intéresse en entreprise, c'est justement de faire le plus de prévention primaire pour faire prendre conscience et aborder des niveaux de conscience différents pour éventuellement changer des pratiques et des comportements. Et donc vous démarrez par le téléphone. On vous dit combien. Vous avez vu là. Mais chaque semaine, on a la notif, 9 heures par jour, 8 heures par jour, 7 heures par jour. C'est une possibilité. Essayez de descendre un peu. C'est une idée. Ça échappe, je dirais, au débat de droit. Là, c'est un travail mené par l'entreprise de prévention. Alors, ça n'échappe pas au débat du droit, parce que c'est le principe même, c'est la pierre angulaire du dispositif en matière de prévention des risques. C'est l'évaluation des risques. Et parmi ces risques, il y a les conduites addictives ou les pratiques addictives qui peuvent être un facteur de risque dans certaines situations. Donc non, ça n'échappe pas du tout au droit. Au contraire, c'est là même tout l'enjeu de l'employeur que de gérer ce type de situation pour faire de la prévention primaire, comme l'a dit Alexis. Et c'est ça qui est vraiment important. Un dernier mot, Alexis. Oui. Ce qui est vraiment important dans ce que dit Jamila, pour que je puisse compléter, cette notion de prévention primaire est quelque chose qui va faire consensus dans l'entreprise. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans une idée de addiction. Qui sont les personnes en difficulté ? On pointe du doigt. C'est la première crainte des partenaires sociaux, c'est de se dire on va aller identifier en mettant en place une démarche couverte de prévention et on va le virer. Les salariés en difficulté, on les identifie, on les sanctionne et on les licencie. Non, c'est pas ça. L'idée de la prévention, c'est de se dire ça concerne tout le monde. 95% des actifs démarche plus douce, des pratiques, et on est en prévention primaire. On est et ensuite, on est dans le soin. On n'est plus du tout dans de la prévention à ce moment-là. On est dans de l'accompagnement et on est dans un registre médico-social. Oui, c'est ça, et comportemental. Et puis ensuite, c'est une porte qui s'ouvre vers d'autres sujets plus sérieux et peut-être même plus dangereux pour l'individu. Merci pour ce débat passionnant. Merci à vous. Merci Jamila Elberi, avocate en droit social et droit de la sécurité sociale. Merci de nous avoir éclairés. Merci. Et merci à Alexis Péchard, président du GAE Conseil Addictologue. Et je signale cette bande dessinée Plaisir, dépendance, addiction. Et si on en parle
parlait. Lisez cette BD, je ne sais pas où est-ce qu'on peut se la procurer. Alors, elle a été développée, et je tiens à les remercier, je vais en profiter, c'est un groupe de protection sociale, le groupe AG2R, AG2R La Mondiale, qui m'a sollicité pour créer cette bande dessinée, et donc elle est déployée pour les collaborateurs d'AG2R La Mondiale, mais également pour tous leurs clients, toutes les entreprises. Donc il y a toute une action de diffusion qui se passe en l'occurrence par eux. Et précisons que beaucoup de mutualistes ont lancé une grande campagne en septembre dernier, pas qu'AG2R, mais beaucoup d'autres. Exactement. Massif, Maïf et plein d'autres, je ne peux pas citer, mais qui ont travaillé justement collectivement à cette question de l'addiction. Vous êtes un des acteurs justement de cette lutte contre les pratiques addictives. J'ai bien noté la différence avec le mot addiction. Ça y est, je progresse. Merci à vous deux. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va s'intéresser au recrutement. Bah oui, c'est normal, c'est Fenêtre sur l'emploi.